Aujourd'hui, nous allons remonter le temps. Savoir d'où nous venons est fondamental pour comprendre la période actuelle et construire les solutions de demain. Les problèmes du passé peuvent avoir une résonance importante aujourd'hui. Mieux les comprendre peut nous permettre d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Voici pourquoi nous vous proposons une petite rétrospective concernant l'histoire du logement. Les caractéristiques des logements dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont l'héritage des formes d'habitation du passé. Pour preuve, la ville dense du Moyen-Âge impacte fortement la densité de nos villes actuelles. Parcourons ensemble le fil de l'histoire pour démêler les problématiques contemporaines. En moins 12 000 avant notre ère, les humains du croissant fertile ont cessé d'être des nomades pour devenir sédentaires. C'est à cette période que furent créées les premières habitations. Cette mutation a été un peu plus tardive en Europe de l'Ouest, entre moins 5800 et moins 5500 avant notre ère. Durant l'Antiquité, l'Empire romain a facilité le développement des villes et donc de l'habitat urbain. Nous assistons à cette époque à la création de nombreuses villes. Les maisons gallo-romaines possèdent différentes formes, variables selon la richesse du propriétaire. L'habitat devient un marqueur social important. Au Moyen-Âge, 90% de la population vit en zone rurale. Il faut attendre le XIIe siècle pour voir un véritable essor des villes qui sont le lieu du pouvoir spirituel et politique autour des châteaux et des églises. Le logement devient une problématique politique importante dès le début du XIXe siècle à travers le développement de conditions indignes d'habitat chez les populations ouvrières qui coïncident avec une forte croissance des villes. Toutefois, l'habitat est resté pendant longtemps la chasse gardée du secteur privé. Les premières politiques publiques en matière de logement commencent en 1849 avec la loi Meulin qui interdit l'insalubrité et crée des comités d'hygiène consultatifs auprès des municipalités. Cette loi n'a pas eu une grande efficacité, mais elle est la première en la matière. Parallèlement, se développe le logement patronal pour loger les populations ouvrières près des usines. En 1854, l'industriel Jean Dollfus réalise à Mulhouse la première cité ouvrière. Cette forme d'habitat permet de développer le logement ouvrier, mais aussi de mieux contrôler cette population sensible aux révoltes. Le 1% logement actuel est l'héritage de cette tradition. Cependant, au regard des besoins, la construction demeure très limitée. Entre 1875 et 1914, la population française urbaine passe de 12 millions à 18 millions d'habitants. Les problématiques de mal logement se renforcent et nécessitent des réponses adaptées. En 1894 sont créées les habitations à bon marché, HBM. Les HBM peuvent être qualifiés comme les premiers logements sociaux grâce à un loyer abordable et des normes de salubrité. La Ruche à Saint-Denis est le premier habitat de ce type à avoir été construit. Je vous invite d'ailleurs, si vous habitez la région parisienne, à réaliser un joli parcours de promenade pour visiter les HBM du 13e arrondissement de Paris. Néanmoins, la production reste assez faible. Uniquement 3000 logements sont construits entre 1895 et 1903. Seulement par des offices privés de construction, les offices publics n'apparaîtront que 20 ans plus tard. Certains ont vu dans la naissance du logement social une volonté de couper l'herbe sous le pied des socialistes. Améliorer les conditions d'habitat pour ne pas voir émerger la révolution. À partir de 1903, les communes et départements peuvent venir en aide aux constructeurs d'HBM. À cette période, se sont également créées les premières sociétés de crédit immobilier permettant de prêter à moindre coût et ainsi de faciliter la construction. Toutefois, les problèmes importants de surpeuplement et d'insalubrité demeurent. En 1906, 62% des personnes habitant des villes de plus de 5000 habitants vivent à 2 ou plus par pièce. L'impact des conditions de vie sur la santé est important. À titre d'exemple, la tuberculose faisait à cette époque près de 100 000 morts par an. Dès 1910, au travers de l'Union syndicale des locataires ouvriers et employés,
la revendication du droit au logement se fait de plus en plus grande. Cependant, il était difficile pour la gauche à cette époque de penser la production de logements sociaux, car pour eux, c'était intégrer le système capitaliste. Les offices publics communaux et départementaux d'HBM sont créés en 1912 afin d'accélérer la construction. Le premier office voit le jour à La Rochelle en 1913. Depuis la création des HBM, 40 000 logements ont pu voir le jour à la veille de la Première Guerre mondiale. Cependant, la situation après la Grande Guerre reste critique et le restera durant longtemps. En 1926, un Parisien sur 4 vit dans une demi-pièce et un tiers des ménages vivent dans des espaces surpeuplés ou insuffisants. L'intervention de l'État se renforce à la suite des destructions de la Première Guerre mondiale et décide le blocage des loyers, qui durera jusqu'en 1965. Toutefois, cette mesure a ruiné les bailleurs, limité l'investissement immobilier et augmenta la dégradation des logements en raison de la baisse de rentabilité locative liée au blocage des loyers. À partir de 1920, le logement social devient une politique publique primordiale. En 1928, le projet de loi porté prévoit la création de 260 000 logements à bon marché sur 5 ans, en locatif comme en accession, dont 60 000 logements à loyer moyen. Dans les années 1930, c'est le début des grands projets de logements sociaux, le temps des cités-jardins et de la fameuse ceinture rouge à la périphérie de Paris, avec de grandes tours qui commencent à apparaître dans les villes comme Drancy. Malgré la crise qui touche la France en 1932, 300 000 logements HBM ont été réalisés, dont la moitié en accession à la petite propriété durant cette période. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est 900 000 personnes, soit 2% des Français, qui ont bénéficié des HBM. Nous sommes toutefois loin des pourcentages actuels. En dépit de tous ces efforts, la pénurie en logement est toujours particulièrement forte pour les ouvriers et les employés qui vivent souvent dans des appartements surpeuplés et insalubres. Une situation que la Seconde Guerre mondiale viendra empirer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires. Cela participera à la mise en avant de la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette mini-série sur l'histoire du logement. Ciao! Winter is freezing and trees start to bolt, and I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place, I'm looking for a familiar face, and that's when I saw you. 'Cause you don't know me and I don't know you, but it breaks my heart. You're looking so blue on the last of the year. I just picked your name on the coffee cup, but a stroke of luck, the guy just messed up and gave your cup